Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition d'Autour du monde, dossier Proche-Orient, où on va passer en revue les derniers développements dans notre région. On se retrouve juste après une petite pause. Alors, quelques nouvelles. L'armée nationale libyenne, l'ANL, loyale au maréchal Khalifa Haftar, a annoncé avoir hier l'un des derniers bastions des terroristes près de Benghazi, dans l'est de la Libye. L'ANL a libéré la totalité de la région de Qamfouda, située sur la côte à 15 km à l'ouest du centre de Benghazi. Dans la soirée, une voiture a explosé sur l'avenue Al-Istiqlal, dans le centre de la ville, faisant 6 blessés, 5 civils et un militaire. La Ligue arabe a dénoncé mercredi le mépris d'Israël pour la communauté internationale au lendemain de l'annonce de la construction de nouveaux logements de colonisation en territoire palestinien. Israël a annoncé mardi la construction de 2500 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, la plus importante annonce du genre depuis des années, 2 jours après un feu vert donné pour la construction de 566 logements à Jérusalem-Est. Et à la une du sport, l'Égypte qui a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons ont battu hier soir le Ghana 1-0, finissant en tête de le groupe. Le Ghana, deuxième du groupe, était déjà qualifié. L'Égypte avait besoin d'un nul pour être sûr de passer sans dépendre du résultat de l'autre match entre le Mali et l'Ouganda. Le but de Mohamed Salah d'une frappe sèche en lucarne sur coup franc dès la 10e minute, la mise à l'abri. Et à présent, je vous laisse avec un regard sur le monde. كان الجواب ما لون وين صرت قنصي بانوا مكان الخيمه طبعا السلطان والوزير بقول لك ايه اللي بشاير البلح اوعى تقول لي ان تتلف كده ها
Çay? Çay? You're tourist? ولا وين خدي تاني ولا اتسرقش يعني On passe à la situation en Syrie avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui rencontrera des représentants de l'opposition syrienne vendredi à Moscou, mais pas les représentants rebelles qui ont participé au pourparlers de paix d'Astana. Selon une source au sein du ministère des Affaires étrangères, le but de la rencontre sera de partager les impressions sur les discussions d'Astana. Nous avons invité pour vendredi tous les opposants qui souhaitent venir, l'opposition politique. Nous les informerons de ce qui s'est passé à Astana et de notre vision du développement positif du processus d'Astana à l'avenir, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, et cela devant les députés russes dans des propos retransmis à la télévision. Le but de la rencontre sera de partager nos impressions sur les discussions d'Astana, avait indiqué auparavant une source au sein du ministère des Affaires étrangères, qualifiant de grand succès, d'immenses pas en avant qu'il faut confirmer les pourparlers de paix lundi et mardi dans la capitale kazakh. Nous avons reçu une invitation pour le 27, mais l'opposition n'a pas encore décidé d'y assister. Elle veut avant des clarifications concernant la nature de la rencontre, a déclaré Ahmad Ramadan, membre de la coalition nationale syrienne, la principale formation de l'opposition en exil. Plusieurs représentants des rebelles, combattants et contrôlant des territoires en Syrie, ont pour leur part déclaré ne pas avoir reçu d'invitation pour des discussions à Moscou, mais être prêts à s'y rendre le cas échéant. Le problème n'est pas l'invitation, c'est le sujet de la discussion. Si c'est sérieux, nous pouvons aller au bout du monde, a déclaré Fares Bayouch, négociateur d'un groupe rebelle présent à Astana. Des opposants syriens ont déjà plusieurs fois été reçus à Moscou, mais cela n'a jamais été le cas pour les rebelles contrôlant des territoires en Syrie. Les négociations d'Astana, qui regroupaient pour la première fois depuis le début du conflit syrien des représentants du régime et des combattants rebelles, se sont achevées mardi sans progrès tangible pour une résolution politique du conflit. Le président russe, Vladimir Poutine, a toutefois salué la tenue de ces pourparlers, y voyant une bonne base pour les prochains pourparlers de paix qui doivent se dérouler à Genève le 8 février sous l'égide de l'ONU. À présent, on va discuter d'un sujet très important. Hier, on a célébré la fête de la police et c'était un jour férié quand même en Égypte à cette occasion. Mais en même temps, on va parler de l'expérience égyptienne, de la police égyptienne, qui peut transférer à son homologue syrienne quand la situation sera plus calme en Syrie. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur le Général Dr Ibrahim Chokri. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne fête déjà. Qu'est-ce que ça représente la fête de la police pour
un policier? Pour commencer, d'abord je dois saluer tous les éléments de la police égyptienne, même tout le peuple égyptien, puisque c'est une fête nationale, c'est un jour national qui raconte l'histoire des policiers qui ont défendu leur commissariat de police à Ismaïlia l'année 1952 à cause d'une menace des responsables de l'armée anglaise. Bien sûr, ils ont demandé que la police laisse le commissariat et devient sous le commandement de l'armée anglaise. Ils ont refusé, ils ont téléphoné au ministre de l'Intérieur à cet âge-là. Il leur a dit quelle est votre situation. Ils ont dit qu'on ne veut pas nous laisser notre armes. Et bien sûr, je dois noter aussi que les armes sont des armes légères, des armes simples de la police, donc ce n'est pas des armes lourdes de l'armée. Alors les Britanniques ont commencé à tirer et à bombarder le commissariat de la police. Ils ont défendu les Égyptiens contre leur commissariat. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de blessés. Le commandant de la police qui s'occupait de cette région, le capitaine Mustafa Rafat, il s'est présenté au commandant de l'armée anglaise pour lui dire que nous voulons seulement une période pour libérer les blessés seulement. Mais on ne va pas vous présenter notre commissariat ou libérer le commissariat. Alors il a refusé, donc il a dit donc on reprend de nouveau la guerre ou la bataille. Et ils ont repris de nouveau jusqu'au dernier élément qui se trouve. Alors il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de martyrs, beaucoup de morts, même il y avait même des citoyens, des civils. C'était la première fois qu'on voit dans l'histoire moderne de l'Égypte ce genre de lutte par le feu contre un ennemi et comment on défend la commissariat ou bien le poste de police. C'est un effet aussi que nous avons vécu. Jusqu'à la dernière goutte de sang en plus. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qu'on a vécu l'année 2011 aussi, parce que les policiers ont essayé aussi de défendre le commissariat de police. N'importe quelle personne qui voulait brûler ou s'échapper de la police ou des brigades pénitentiaires, des prisons, etc. Oui, de fuir les prisons. Donc vous voyez, c'est quelque chose ressemblable. On voit de nouveau l'histoire, elle est renouvelée de nouveau. Mais cette fois-ci, en 2011, c'était l'ennemi de l'intérieur, quand même, il faut dire. Oui, si on parle des frères musulmans ou bien des groupes islamistes en général. C'était très difficile contre nous. Et on dit en principe que n'importe quelle attaque contre la police, c'est quelque chose réfugié, donc quoi que ce soit des colonisations ou bien des frères musulmans terroristes ou autres, pour nous c'est un principe qu'on doit défendre nos locaux de travail de police, c'est quelque chose de fondamental. C'est défendre la sécurité du peuple, c'est très clair, voilà. Oui. En retour à votre question concernant la police égyptienne et la police des pays arabes qui nous entourent, oui, tout à fait. Vous voyez que on a essayé de renouveler notre vie quotidienne de policiers et aussi à faire un changement, c'est-à-dire un changement positif dans le cadre des matières qu'on étudie à l'Académie de police ou bien dans toutes les écoles de police, pour les sous-officiers aussi. Et un changement, par exemple, en matière des études, y compris maintenant les droits de l'homme et autres matières, aussi la formation après un changement. Aussi la présentation des policiers dans les divers locaux, ça a changé. Les policiers aussi maintenant en Égypte essayent de faire une bonne relation avec la population, de simplifier le travail des citoyens, c'est-à-dire il y a des départements de police qui s'occupent, des services de police qui s'occupent de rendre des services aux citoyens. Ce n'est pas seulement une affaire de lutte ou attaque derrière les criminels ou autres, mais il y a des services que vous rendez aux autres, comme les cartes d'identité, les passeports, l'aéroport, etc. Donc les policiers ont changé leur mentalité, leur idéal concernant le regroupement de nouveau avec la population, puisque les policiers en Égypte sont des membres de la famille de nous tous, c'est-à-dire ils ne viennent pas d'autres pays, ce sont même des Égyptiens à côté de leurs citoyens et leurs... Il y a un policier dans chaque famille égyptienne. Oui, c'est ce que je pense, bien sûr. C'est comme exactement l'armée. C'est très national, voilà. Donc notre hypothèse que nous avons vécue 6 ans, c'est de faire un changement d'abord au niveau de la mentalité,
au niveau des principes du travail, aussi au niveau de l'activité quotidienne concernant la formation, l'entraînement, l'éducation et aussi la coopération quotidienne avec les citoyens, avec aussi les sociétés civiles qui sont sur la route quotidienne, mais aussi une coopération internationale avec les autres services de police à l'étranger qui peuvent nous aider. Et nous aussi, on peut leur transmettre notre expérience. C'est ce que je voulais vous dire, que les Égyptiens ont une expérience dans ce domaine, ils peuvent transmettre ça à la police syrienne ou à la police libyenne ou autre. Donc tous sont des pays arabes, ils sont nos frères. Si jamais ils vont renouveler leur pays de nouveau, ils ont besoin de prendre des théories concernant une coopération et aussi de nouveaux théories concernant le travail quotidien avec leurs citoyens, comment le faire, comment être en contact quotidien et comment en fait une collision entre les policiers et les citoyens. On peut transmettre aussi nos expériences aux pays arabes qui en auront besoin parce qu'ils sont en train de renouveler aussi leurs services de police comme aussi leurs services militaires. C'est comme le cas avec les pays africains. Le ministère de l'Intérieur nous sommes déjà en contact avec les pays africains il y a longtemps et on continue. Il y a un département, moi un jour j'étais directeur du centre africain qui s'occupe de la formation avec les cadres de police qui viennent du pays africain. Même les membres des douanes, ils venaient pour prendre des stages de formation chez nous concernant la protection et le travail au niveau des ports et aéroports. Donc nous avons effectué des dizaines ou des centaines de stages de formation avec les divers organes de police, dans les divers services de police, pas seulement la police nationale, mais aussi des polices spécialisées comme les gens qui travaillent au niveau des aéroports ou de la lutte anti-drogue, etc. etc. Donc nous avons effectué beaucoup de stages de formation, soit à l'Académie de police, soit autre, avec la police africaine. Il y a eu beaucoup d'officiers de police aussi qui ont servi au niveau africain, soit à travers les Nations Unies ou l'Union africaine, et aussi une sorte de coopération à travers le ministère des Affaires étrangères égyptien. Moi, je faisais un membre de cette coopération. Vous trouvez que la police égyptienne couvre vraiment toute l'Égypte? C'est-à-dire, elle se trouve partout pour arrêter n'importe quel genre de crime ou n'importe quoi? Ou bien il y a quand même un faible partout en Égypte? Donc c'est très intéressant ce que vous posez maintenant, parce que nous avons un pays très large, une distance très différente. Donc ce qui se trouve maintenant, c'est qu'on doit prendre les moyens modernes qui sont possibles pour nous à utiliser. Par exemple, on peut utiliser les moyens concernant les satellites artificiels ou bien les radios, les appareils téléphoniques modernes. Donc la police doit se présenter dans la plupart des régions, mais aussi elle doit offrir un contact qui est immédiat avec n'importe quel citoyen qui aura une demande à un secours. Donc si jamais on téléphone ou on demande un secours, il y a beaucoup de moyens de contact maintenant à travers les appels téléphoniques, à travers aussi la présence sur les médias différents. Donc la police se trouve, même si vous ne constatez pas que ça se trouve personnellement par un personnage, c'est-à-dire je parle de l'être humain, mais aussi il y a des moyens afin que vous pouvez en appeler et demander la sécurité. Sur les chemins désertiques, etc., on ne va pas trouver un policier partout. Surtout les services de trafic. Après la révolution du 25 janvier 2011, la police souffrait, et on le disait tout le temps, qu'il n'avait pas les moyens pour affronter vraiment la quantité de violence qui était dans la rue, surtout avec le règne des frères musulmans. À cette époque, il y avait vraiment une violence dans la rue égyptienne entre le peuple et les groupes terroristes des frères. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la police a eu tous les moyens pour préserver sa force et pour défendre vraiment le peuple? Donc, à l'époque, vous parlez de la sécurité ou bien de la politique sécuritaire. Donc, si on parle de la politique sécuritaire, parce que nous avions devant nous la plupart des citoyens qui sont de nos familles, et on était obligé de gérer la situation, c'est-à-dire, mais c'est pas logique qu'on prend le système de la force envers des citoyens. Donc, non, je parle des moyens d'armes. Oui, je veux dire, oui, voilà. Si même nous avions des armes, on ne peut pas utiliser contre les citoyens. Seulement, on doit utiliser des moyens politiques sécuritaires, mais les situations avec les gens, afin de leur offrir ce qu'ils demandent dans le cadre aussi de la loi. Mais maintenant, il y a tellement beaucoup
un changement au niveau des armes et des appareils. Et même les véhicules de police, ils sont changés. Il y a des véhicules modernes que quand vous allez le voir au niveau des chemins. Donc il y a un changement parce que je vois que l'État offre tous les demandes de la police. Même si le ministère de l'Intérieur a des demandes qu'il a lancées au niveau du ministère de la Finance, il les finance tout de suite, il ne s'arrête pas à nous donner tout ce que nous demandons. De toute façon, c'est la chose la plus importante qu'il faut armer vraiment la police pour jouir de toute sécurité en Égypte. Je vous remercie beaucoup, monsieur le général Dr Ibrahim Chokri, pour ces informations et très bonne fête. Merci, monsieur Achraf, très bonne fête à vous et à tous les Égyptiens. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine et très bon après-midi. Au revoir.